Bonjour à tous, bienvenue sur cette vidéo d'analyse des mesures fiscales de la loi de finances pour 2021, loi de finances algérienne. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Wisely.com, logiciel de facturation en ligne. Nous aborderons cette vidéo en 3 phases. Première phase sera consacrée à l'impact sur les entreprises. Deuxième phase, l'impact sur le contrôle fiscal. Et enfin, l'impact sur les personnes. Je me présente, je suis M. Dahou Boudiaf, je suis enseignant de droit fiscal algérien et français au sein de l'ESA depuis maintenant 4 ans et également consultant en droit fiscal et droit des affaires depuis 14 ans. Parlons de l'impact sur les entreprises et plus particulièrement sur les startups et les incubateurs. Alors il faut savoir bien entendu qu'une procédure de labellisation de certaines sociétés pour se voir accréditer le titre de start-up ou d'incubateur est en cours au sein des sites ou des plateformes en ligne émises par le ministère de la micro-entreprise et des startups. Une fois qu'une société obtient le label Startup, il y aura une défiscalisation de 4 années en matière de TAP, IRG et IBS. Cette exonération est renouvelable pour une période d'1 année si, bien entendu, le label est renouvelé. Également, toujours pour les startups, vous avez une exonération de TVA pour tous les équipements qui entrent dans le projet de réalisation de, justement, cette startup. Si ces produits sont importés, ces marchandises, ces produits, ces équipements, s'ils sont importés, nous appliquerons un droit de douane réduit au taux de 5% au lieu des taxations habituellement pratiquées. Pour les incubateurs, l'exonération va aller jusqu'à 2 ans seulement, toujours en matière de TAP, IRG et IBS. Il faut savoir que pour les incubateurs, l'exonération de TVA est également appliquée lorsqu'il s'agit des acquisitions des biens et équipements entrant dans le projet de l'incubateur, mais il n'y a pas d'exonération ou de taux réduit en matière de droit de douane. Deuxième impact sur les entreprises concerne bien évidemment les exonérations. Alors il y a des exonérations phares. La première concerne l'IRG. L'IRG sur les produits qui découlent d'opérations d'exportation de biens ou de services. Donc les opérations qui vont générer de la devise étrangère. Il va falloir bien sûr vérifier un certain nombre de conditions qui seront réunies, notamment en matière de rapatriement de fonds. Néanmoins, cette exonération IRG vient compléter une exonération qui est existante depuis un certain nombre d'années et qui concerne l'IBS. Effectivement, la même exonération existe en matière d'IBS depuis un certain temps et vous bénéficiez du même régime quand vous êtes soumis à l'IRG. Autre exonération concerne la TVA. Effectivement, vous avez une exonération de TVA sur les dons et également sur un certain nombre d'opérations qui seront destinées aux représentations consulaires et diplomatiques. Parlons des dons avant de parler des représentations diplomatiques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, vous avez une notion de facture à zéro. Donc, exonération de TVA, en réalité, ça peut soulever un certain nombre de questions. Pour expliquer ce point, il faut quand même que je vous parle d'un minimum de principes qui sont en relation avec le mécanisme de la TVA. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une idée généralement reçue qui est plus ou moins fausse, qui est de dire que toute personne morale, toute entreprise qui va dépenser un certain nombre qui va réaliser des opérations relatives aux charges, donc qui va effectuer des dépenses, et qui recevra en contrepartie des factures mentionnant de la TVA, auront le droit de récupérer cette TVA. Alors ce n'est pas en réalité aussi simple que ça. En réalité, toute opération d'achat ouvre droit à la récupération de la TVA si elle génère une opération de vente qui sera in fine aussi soumise à la TVA. En réalité, l'allocution soumise à la TVA veut dire qu'elle est dans le champ d'application, qui est un terme technique pour dire effectivement si nous sommes concernés ou pas. Donc effectivement, une opération, si elle est concernée par la TVA, si elle est dans le champ d'application de la TVA, les opérations d'achat qui ont généré cette vente ouvriront droit à la récupération de la TVA. Si je fais un don de mes marchandises, la facture est à zéro, je n'applique pas de TVA forcément, mais en tous les cas, je ne supprime pas le droit à la déduction des charges que j'ai mobilisées pour générer les marchandises que j'ai effectivement données. C'est un point extrêmement important parce qu'en réalité, c'est une grande différence avec la notion d'exclusion. Quand nous avons une opération qui est exclue, cela ne veut pas dire qu'elle est
exonérée. Et cela change tout, parce qu'une opération exclue implique le non-droit de récupération de la TVA sur les achats. Donc effectivement, une exonération de TVA sur les dons, en réalité, veut dire le maintien du droit à la récupération sur les charges qui ont généré cette opération de don. Le principe étant le même, justement, pour les opérations qui sont destinées aux représentations consulaires. Alors, il y en a un certain nombre. Vous avez les éléments relatifs à l'acquisition de terrains, aux constructions, l'acquisition de certains équipements, la location de locaux meublés ou non. Et vous avez également les frais de réception quand il s'agit de fêtes nationales, de la célébration de fêtes nationales. Effectivement, toutes ces opérations se verront facturées en hors taxe. Et cette facturation en hors taxe n'impliquera pas la suppression du droit à la récupération, à la déduction, de la TVA que vous avez eue suite justement à cette opération de vente. Dernière exonération concerne effectivement les opérations qui sont destinées à des abonnements sur des plateformes d'enseignement en ligne ou de documentation en ligne, et ainsi que des prestations en relation avec des organismes relevant du ministère de l'Enseignement supérieur. Donc effectivement, ce sont des prestations informatiques pour la plupart, notamment les différentes opérations d'abonnement, de création de comptes, etc. Et effectivement, ces prestations, si elles sont destinées à des organismes relevant du ministère de l'Enseignement supérieur, elles seront également exonérées de TVA. Nous appliquerons donc le même principe évoqué effectivement pour les dons ou pour les opérations réalisées au profit des représentations consulaires et diplomatiques. Troisième impact sur les entreprises de cette loi de finances pour 2021 concerne effectivement une mesure qui est assez intéressante, qui est en relation avec les dettes fiscales, donc les rôles qui sont inscrits à la charge du contribuable, bien entendu, jusqu'au 31/12/2020. Vous allez pouvoir bénéficier d'une annulation des pénalités si vous effectuez le paiement du principal en une seule fois avant le 31/12/2021. Donc effectivement, les pénalités qui sont appliquées et qui sont inscrites au rôle mis en recouvrement jusqu'au 31/12/2020 pourront bénéficier d'une annulation intégrale des pénalités si, bien entendu, le paiement est effectué en une seule fois et qu'il est effectué, bien entendu, avant le 31/12/2021. Quatrième impact de cette loi de finances pour 2021 concerne le renforcement des droits du contribuable. C'est un élément extrêmement important et qui fait quelque part partie de la notion de modernisation du contrôle fiscal. Dans le sens où en réalité nous avons des rédactions qui ont été un certain temps utilisées dans des procédures de contrôle fiscal, mais qui présentaient un certain nombre d'ambiguïtés ou qui laissaient plutôt une large manœuvre d'interprétation. Il y a justement dans cette loi de finances 2021 une nouvelle rédaction des articles 19 et suivants du Code des procédures fiscales. Il s'agit de l'article 19, 20, 20 bis et 21, qui ont été effectivement réaménagés pour, d'une part, minimiser les ambiguïtés qui existaient, et d'autre part, apporter un renforcement des droits du contribuable qui doivent être sous aucun prétexte bafoués, bien entendu. Et effectivement, ce sont des principes qui sont à la base constitutionnels, mais qui sont renforcés en matière de procédure. Il s'agit principalement de l'obligation du détail de l'information lorsqu'une demande est effectuée par l'administration fiscale, l'obligation de justifier de manière précise, de documenter, de citer les références légales. Vous avez une intégration d'une notion importante qui est la force majeure, une notion civile, mais qui sera applicable en matière de contrôle des déclarations ou des vérifications sur place ou approfondies. Et vous avez enfin la précision de toutes les procédures contradictoires administratives qui ont été bien entendu détaillées avec tous les délais qui ont été nettement précisés pour justement pallier à toute ambiguïté en matière de rejet en la forme ou de perte de droit de recours. Ce qui est un élément important car en matière de contrôle administratif, les délais de réponse du contribuable sont souvent très courts. Ils sont entre 30 et 60 jours et effectivement il faut avoir une réactivité assez prononcée
lorsqu'on est dans ces phases de contrôle. Cinquième impact de cette loi de finances pour 2021 sur les entreprises concerne la notion de subvention d'exploitation. À ne pas confondre, bien sûr, avec la notion de subvention d'investissement. Celle qui est liée à l'investissement concerne des aides qui sont versées justement pour effectuer des opérations d'investissement. Celles qui sont attribuées, accordées pour l'exploitation, pour la réalisation d'investissements qui sont relatifs à l'exploitation, au cycle d'exploitation des entreprises, celles-ci sont concernées. Effectivement, lorsqu'on vous accorde une subvention d'exploitation, ce n'est ni plus ni moins qu'un produit. Néanmoins, il est assez exceptionnel, il ne rentre pas dans l'activité de la société et donc nous ne pouvons pas parler de chiffre d'affaires. Il y a une question d'application de l'impôt IBS. En réalité, c'est un produit qui va être imposable à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, mais d'une manière différente que le reste des produits. Vous allez pouvoir fractionner cette subvention en fonction d'une durée. Si la subvention d'exploitation concerne un équipement qui fait partie des biens amortissables, donc qui peuvent subir un amortissement, on va fractionner la subvention sur la durée de l'amortissement de ce bien. Si en revanche le bien dont subvention n'est pas amortissable, n'est pas un bien qui ouvre à la possibilité de l'amortissement, nous allons utiliser une durée de 5 ans. Donc, je résume, cette subvention d'exploitation sera en réalité imposée par fraction en fonction soit de la durée d'amortissement si l'équipement est amortissable, soit sur une durée de 5 ans. Effectivement, si le matériel ou l'équipement est cédé avant la fin de cette durée, il va falloir retrancher les fractions qui n'ont pas encore été imposées dans la partie calcul de la plus-value. C'est une procédure d'imposition qui est également différente de celle de l'imposition sur le chiffre d'affaires, mais en réalité, nous devons ne pas oublier de prendre en compte les fractions qui n'ont pas encore été imposées, donc les fractions futures à la date de cession, pour effectivement les intégrer dans la notion de plus-value. C'est in fine cette plus-value qui sera imposée. Dernier impact de cette loi de finances pour 2021 sur les entreprises concerne la taxe énergétique et également une création de la taxe d'immobilisation de conteneurs. Pour la première, pour la taxe énergétique, il s'agit en réalité d'une précision de la sanction du non-respect des mesures en relation avec les différentes applications de la taxe énergétique. Cette sanction sera évaluée au montant de 2 fois la valeur du produit concerné, du produit dont infraction par rapport aux mesures énergétiques. Par rapport à l'entreposage des conteneurs, effectivement, ça sera une taxe qui sera en réalité en relation avec la notion de frais d'entreposage et bien entendu la durée d'entreposage et d'immobilisation de manière un peu plus générale. Deuxième chapitre d'analyse de cette loi de finances pour 2021 concerne le contrôle fiscal et plus exactement la notion de modernisation du contrôle fiscal qui vient en réalité en continuité des mesures que nous avons eues lors de la loi de finances complémentaire pour 2020. Les notions notamment de prise en compte des éléments de train de vie. Souvenez-vous, il y avait des mesures qui nous donnaient des indications, des évaluations sur la base d'éléments de train de vie comme le nombre de voyages, la possession de véhicules, l'évaluation soit locative, soit l'évaluation en matière de valeur de biens immobiliers et un certain nombre d'éléments additionnels qui ont été bien détaillés dans justement cette loi de finances complémentaire. Néanmoins, il y a un certain nombre de contraintes qui sont posées parce qu'effectivement, l'administration fiscale a vocation en réalité à contrôler des déclarations et à contrôler une comptabilité lorsqu'il s'agit de personnes soumises à tenue de comptabilité. Donc en réalité, nous avons des éléments déjà à la disposition de l'administration fiscale, mais quand il s'agit d'éléments de fait, d'éléments dissimulés, d'éléments de train de vie, il n'y a aucune déclaration qui n'est effectuée et il n'y a aucune tenue de comptabilité qui est effectuée. Donc effectivement, nous avons une contrainte majeure. Et là, la loi de finances va pallier justement à cette contrainte en indiquant la possibilité
qui est à la disposition de l'administration fiscale de recourir à cette notion de personne habilitée à effectuer de la recherche en matière d'information fiscale pour justement déterminer les éléments de train de vie en relation avec l'impôt sur la fortune. Également, nouvel impôt qui est intervenu lors de la loi de finances complémentaire pour 2020. Donc effectivement, nous avons cette notion d'ouverture en matière d'enquête de l'information financière et fiscale qui va être étendue. Donc, attendons les textes d'application, mais nous pouvons supposer à juste titre qu'effectivement, ces opérations d'enquête seront soumises à des organes qui relèveraient un petit peu plus de l'autorité du ministère de l'Intérieur ou pourquoi pas du ministère de la Défense, certains corps qui ont la charge habituelle d'effectuer des enquêtes financières. Pourquoi pas? Attendons les textes d'application pour voir justement cette notion de personne habilitée à effectuer ou à mener des enquêtes en matière de recherche d'informations fiscales et financières. Effectivement, ceci est un point de modernisation qui est extrêmement conséquent. Pour les entreprises, réellement, l'impact va être au niveau de la modernisation des déclarations. En réalité. Pourquoi? Parce que nous avons un élément nouveau dans cette loi de finances qui est la télédéclaration, mais en réalité, la seule qui sera obligatoire concerne les personnes soumises à l'impôt sur le bénéfice des sociétés, l'IBS. Ces personnes-là devront désormais, au plus tard le 20 mai de chaque année, effectuer une déclaration en ligne. Cette déclaration reprendra en réalité les éléments que vous aurez sur l'alias fiscal, sur le bilan, le compte de résultat et les états annexes. Ces éléments, vous allez tout simplement les saisir sur une plateforme qui sera en ligne et il va falloir respecter le délai du 20 mai qui est pour l'instant au 20 mai de chaque année, sous peine d'avoir une amende qui est en réalité une majoration sur le résultat que vous aurez déclaré sans dépasser 1 million de dinars. Le dépassement de délai implique une sanction, mais ce n'est pas la seule. Si vous vous trompez sur les champs, vous aurez une amende de 10 000 dinars par champ sans dépasser une amende totale de 100 000 dinars. Donc il y a effectivement cette notion d'obligation et de responsabilisation par rapport à la justesse des informations que vous allez transmettre en ligne. Pourquoi? In fine, c'est pour pouvoir avoir une base de données qui peut être utilisée de manière intelligente, de manière digitale. Ce qui va considérablement réduire la charge de contrôle parce qu'il sera enfin possible de pouvoir effectuer des recoupements. Et ces recoupements seront très révélateurs pour les personnes qui auront effectué des dissimulations, notamment en matière de déclaration de chiffre d'affaires ou de revenus. C'est des éléments qui sont rapidement visibles lorsqu'on intègre une base de données digitale avec un système de contrôle de cohérence qui sera automatisé ou semi-automatisé. Deuxième impact en matière de contrôle fiscal par rapport à cette loi de finances pour 2021 concerne la confirmation et la suppression de toute ambiguïté par rapport à la compétence de l'administration fiscale pour la réévaluation des biens qui ont été transmis par voie de mutation. En réalité, il s'agit de tous les biens que vous allez céder et qui ont l'obligation d'être conclus en la forme authentique devant notaire. Donc effectivement, lorsqu'il y a une mutation de propriété, principalement nous parlons effectivement des biens immobiliers, réellement l'évaluation du bien immobilier peut être revue, rehaussée par les services de l'administration fiscale. Troisième mesure qui impacte le contrôle fiscal par rapport à cette loi de finances pour 2021 concerne la notion de délai de reprise ou de prescription. Nous connaissons tous la prescription dite quadriennale, la prescription de 4 ans. L'administration fiscale ne peut effectuer de recherche ou de contrôle en matière de déclaration ou de vérification au-delà de 4 ans, sauf en matière de manœuvres frauduleuses où ce délai est amené à 6 ans. Donc en réalité, les vérificateurs fiscaux, les contrôleurs fiscaux ne pourront pas aller au-delà de N-4, sauf si manœuvre frauduleuse, ça sera N-6. Dans le cadre des contrôles qui sont effectués, effectivement, la contrainte pour les vérificateurs, c'est justement de notifier le redressement
avant le 31/12 de l'année dans laquelle ils effectuent le contrôle. S'ils dépassent cette date, l'année N-4 sera prescrite. Donc effectivement, il y a cette notion de respect du 31/12 de l'année où est effectué le contrôle. Dans ces opérations de contrôle, l'administration fiscale peut être amenée à questionner des administrations étrangères dans le cadre du contrôle des opérations qui sont effectuées par le contribuable vérifié. Effectivement, il y a des opérations de commerce extérieur, de paiement de licence, etc. Et dans le cadre de ces opérations, les vérificateurs vont demander des justifications à des administrations étrangères. Jusqu'au 31/12/2020, le délai qui était accordé pour attendre la réponse était de 6 mois. Ce délai n'était pas suffisant. D'une part, il a été amené à 1 année. Ça veut dire que les vérificateurs fiscaux ont le droit d'attendre la réponse jusqu'à 1 année. Mais effectivement, le fait d'attendre va mettre en pause tout le contrôle parce qu'effectivement, le calcul du redressement ou du rehaussement conséquent ne peut être finalisé s'il y a un point qui manque. Donc effectivement, si le vérificateur est retardé dans sa procédure de contrôle, il peut dépasser cette fameuse date du 31/12 et se voir prescrit le N-4. Nous avons une nouvelle disposition dans la loi de finances qui va régler ce souci et qui va permettre, dans le cadre de demandes qui sont effectuées à l'étranger, de prolonger ce délai de reprise, cette prescription, jusqu'au 31/12 de la deuxième année suivant l'année au cours duquel est effectué le contrôle. Donc effectivement, l'administration, à ce moment-là, a le temps d'attendre la réponse et de l'intégrer dans le contrôle et de finaliser également ce contrôle et ses propositions de redressement. Donc c'est un élément extrêmement important à prendre en compte et bien entendu, il sera valable sous condition de notifier le contribuable concerné qu'il y a une demande qui a été effectuée à l'étranger et ce dans un délai de 60 jours à compter de la demande. Dernier impact en matière de contrôle fiscal de cette loi de finances pour 2021 concerne la notion de liquidation ou de clôture de société. Effectivement, lorsque l'on souhaite liquider ou clôturer une société, il va falloir annuler le fameux registre de commerce auprès du Centre national du registre de commerce. Jusqu'au 31/12/2020, cette procédure était indépendante de l'apurement des dettes fiscales inscrites au rôle de cette société. Nous pouvions effectivement effectuer la liquidation du registre de commerce et continuer à liquider en parallèle, à titre personnel, les différentes dettes fiscales qui étaient à la charge de cette société-là. Ce ne sera plus possible. Désormais, pour liquider un registre de commerce, il va falloir présenter un extrait de rôle apuré. Donc, effectivement, il va falloir liquider également toutes les dettes fiscales avant de pouvoir clôturer le registre de commerce. Troisième chapitre de cette analyse de la loi de finances pour 2021 concerne l'impact sur les personnes physiques. Effectivement, nous avons quelques mesures qui vont impacter directement l'ensemble des citoyens algériens. Premièrement, concernant la taxe intérieure de consommation, celle-ci va impacter directement le prix de vente final de certains produits. Pour cette loi de finances 2021, il y a des augmentations assez significatives, mais qui concernent le tabac, les bières alcoolisées, le cyanure de potassium et les autres produits faits d'or. Deuxième impact concerne les ventes de bijoux traditionnels effectuées en argent. Il y aura des exonérations fiscales concernant la vente justement de bijoux traditionnels, bien entendu, nous parlons uniquement de cette catégorie-là, et qui sont effectués à partir d'argent et non pas d'or. Troisième mesure concerne les salariés qui touchent des indemnités en relation avec des conditions particulières, soit de résidence, soit d'isolement, et qui verront justement une exonération de 70% de cette indemnité par rapport au calcul de leur IRG. Troisième mesure, qui est par contre une mesure phare, qui va être la notion de plus-value mobilière et immobilière. Cette notion de plus-value, effectivement, intervient lorsqu'une personne va céder un bien.
Lorsque vous cédez un bien et que vous réalisez un gain, nous appellerons ce gain une plus-value. Il y a un certain nombre de biens qui sont concernés par justement cette nouvelle imposition sur les plus-values et qui sont les biens immobiliers, les actions et les parts sociales. Alors effectivement, une particularité non pas des moindres à prendre en compte, la donation est considérée comme une cession. Donc effectivement, si vous donnez un bien immobilier ou si vous vendez un bien immobilier, l'impôt sera le même. Vous serez exonéré de cet impôt si vous donnez jusqu'à un parent au second degré. Ceux qui ne sont pas réellement en ligne directe jusqu'au second degré seront imposables. Donc, pour résumer, toute personne physique qui va céder ou donner, sauf pour les personnes en ligne directe jusqu'au second degré, des biens immobiliers, des actions ou des parts sociales devront payer un impôt IRG, un impôt sur le revenu global, mais uniquement sur la plus-value, sur le gain qui sera réalisé. Alors ce gain, forcément, comment il est calculé? La valeur de la vente moins la valeur de l'acquisition, forcément. Si c'est un don, on va prendre la valeur vénale, la valeur réelle, la valeur marché au moment de la donation. Si à l'acquisition, c'était également une donation, même principe, je vais prendre la valeur réelle à la date de cette donation. La différence entre les deux me donnera le montant de ma plus-value. Alors effectivement, cette plus-value va être, quand il s'agit d'actions ou de parts sociales, taxée à l'IRG au taux de 15%. Et ce taux peut être amené à 5% si vous vous engagez à réinvestir justement cette cession dans d'autres actions ou parts sociales. Pour les personnes non résidentes, donc qui cèdent des actions ou des parts sociales, le montant est de 20%. Le montant de l'IRG sera de 20%, bien entendu, prélevé à la source. Pour les biens immobiliers, cette plus-value sera constituée toujours du même principe, valeur de cession moins valeur d'acquisition. Néanmoins, la plus-value subira un abattement de 5% par année de détention au-delà de la troisième année. Exemple simple, si je détiens un bien immobilier depuis 3 ans, que je cède, la plus-value subira un abattement de 5%, ça veut dire que je vais réduire cette plus-value de 5%. En d'autres termes, je vais imposer 95% de la plus-value. Si je le détiens depuis 10 ans, j'ai à ce moment-là 7 années à partir de la troisième, donc 5% fois 7, j'aurai un abattement de 35%. Effectivement, je vais imposer la plus-value à hauteur de 65% et non pas 100%. Cet abattement, dans tous les cas de figure, il ne peut pas dépasser 50%. Si je dépasse les 50% en fonction de la durée de détention du bien, je m'arrête à un abattement de 50%. Cette plus-value sera imposée à l'IRG au taux de 15%, que ce soit résident ou non résident, prélevé à la source. Petite particularité, que ce soit pour la plus-value mobilière, donc action ou part sociale, ou la plus-value immobilière, des non-résidents, il y a une procédure à effectuer. Néanmoins, pour toutes les personnes, qu'elles soient résidentes ou non résidentes, le délai pour effectuer la déclaration et le paiement est de 30 jours à partir de l'opération de cession ou de donation. Ceci clôture l'analyse des mesures fiscales de la loi de finances pour 2021. Cette vidéo est réalisée dans une démarche d'accompagnement dans le temps de notre communauté. Nous espérons désormais que cette loi de finances vous paraît plus claire et vous remercions. Au revoir.